Je m'appelle Frédéric Fanget, je suis médecin, psychiatre et psychothérapeute, essentiellement orienté au TCC. Et j'ai commencé des études de médecine classique. Je voulais pas être psychiatre d'ailleurs, je voulais être interniste. Et puis ma rencontre avec ma femme qui était avocate et qui avait besoin d'un tribunal pour travailler a fait que j'ai pas pu être médecin de campagne comme je voulais. C'était pas très pratique. Et au hasard d'un stage en médecine interne d'ailleurs, je me souviens, à l'hôpital de Vienne, je passais en cardiologie et là je ne voulais voir que les personnes qui avaient ce que les somaticiens appelaient une pathologie fonctionnelle, en fait des attaques de panique. Ensuite, je suis passé en endocrinologie et tous mes collègues internes s'intéressaient beaucoup à la tige pituitaire, aux hormones du cerveau et moi je voyais que les anorexiques mentales. Ensuite, je suis passé en rhumatologie où ils étaient tous à faire des grands bilans, des grands trucs et moi je voyais que ce qu'on appelait les lombalgiques fonctionnelles. Donc au bout d'un moment, mes patrons m'ont dit « T'es sûr que tu t'es pas trompé d'orientation? La psy, ça t'irait pas mal peut-être ». Et j'ai refait un internat en psychiatrie. Voilà le début de l'histoire. Ensuite, j'ai travaillé dans le service universitaire du professeur Jean Guillotin à Lyon, qui a été d'ailleurs un des fondateurs de la FTCC, il y a pas mal de temps. Au début, je me suis essentiellement orienté vers les neurosciences. J'ai fait une thèse, un DEA de neurosciences sur la mélatonine. À l'époque, personne n'en parlait. Dans les années 80, donc je cherchais les cycles annuels et les cycles saisonniers et les cycles journaliers de mélatonine dans différentes pathologies, schizophrénie, dépression, etc. Et puis ces neurosciences, on m'a dit à l'époque, j'étais dans l'université, on m'a dit il faudrait que tu ailles faire la paillasse. La paillasse, c'est dans un laboratoire aux États-Unis. J'ai dit non, moi j'aime trop les patients, ça me va pas. Donc je me suis orienté vers la recherche clinique. J'ai fait de la recherche clinique à l'époque sur des dépressions résistantes. Et là, j'aborde un point important dans mon parcours, c'est qu'en suivant des patients souffrant de dépression résistante, donc dans le service de Jean Guillotin, je suis tombé par hasard sur la notion de phobie sociale, d'un article écrit par Leibowitz en 1984, dont personne ne parlait, l'anxiété sociale. Et je me suis mis à chercher chez des dépressifs résistants, malades depuis 20-30 ans, s'ils n'avaient pas une phobie sociale au début de l'âge adulte ou dans l'enfance, dans l'adolescence, et j'en ai trouvé énormément, c'est-à-dire en gros plus de 60%. Et à l'époque, on traitait les dépressions résistantes qu'avec des médicaments, les thérapies comportementales de dépression étaient très peu développées, ça existait, mais bon, il y avait peu de thérapeutes, hein. Il faut savoir qu'il y avait peu de TCC dans les années 90. Et donc, je me suis mis à chercher, à leur passer des échelles de Leibowitz, justement, à dépister les phobies sociales et à les prendre en thérapie de groupe dès le début des années 90, ces patients donc phobiques sociaux, mais aussi dépressifs. Voilà, ça c'est le parcours. Après, j'ai un peu continué tout le temps à faire à la fois de la médecine, psychiatrie et de la thérapie. J'ai fait pas mal d'hôpital, j'ai été à l'initiative des premiers groupes de TCC pour patients bipolaires, avec un autre patron, toujours à l'hôpital du Vinatier. Et puis j'ai fini par monter un centre de thérapie comportementale et cognitive il y a une quinzaine d'années avec plusieurs médecins, d'abord le docteur Mellard, ensuite le docteur Bernard Rouchouz, que certains connaissent puisqu'il a coécrit des choses avec moi. Et l'année dernière, nous étions 2 psychiatres et 3 psychologues cognitivistes. Voilà. Et en dehors de ça, pendant toutes ces 30 années, j'ai fait de l'enseignement, je ne sais pas si c'est dans la première question ou la deuxième, à la FTCC. J'ai enseigné pratiquement pendant 30 ans et supervisé à la FTCC et au DU de Lyon essentiellement, ma ville d'origine, mais aussi un peu partout en France parce que une de mes grandes vocations, ça a été d'abord de former des professionnels. On manquait terriblement de spécialistes en TCC, donc j'ai pris du temps, comme d'autres d'ailleurs, je ne suis pas le seul, on est un certain nombre à avoir fait ça dans les années 90-2000 pour aller former dans les différentes villes des jeunes psychologues, des jeunes psychiatres, des jeunes médecins généralistes parfois, au TCC parce qu'on manquait beaucoup de bras. Et donc, j'enchaîne peut-être sur la question suivante, j'avais besoin de me former aussi moi. Et je venais à la FTCC toutes les années. Au passage, j'ai été aussi vice-président de la Fortec, j'ai été fondateur du premier GIE ici à la FTCC avec Christophe André, avec l'idée de départ qui malheureusement s'est avérée un échec, qu'on réunisse la Fortec et la FTCC, Christophe et moi, parce que nous étions amis. Christophe était plus implanté à Paris et moi j'étais implanté à la Fortec. Bon, ça n'a pas pu avoir lieu, c'est pas grave, les 2 associations existent, les 2 associations travaillent bien, mais la FTCC, j'y viens depuis 30 ans, avec un plaisir immense, c'est-à-dire que j'apprends beaucoup de choses à chaque fois, je rencontre des gens, le plus souvent sympathiques, avec qui on peut échanger. Je trouve que, alors, entre-temps, on a eu le Covid et je trouve que le présentiel est quand même irremplaçable. Alors, on va peut-être pas aller à du présentiel 10 fois par an, mais si vous avez à venir quelque part en présentiel, choisissez un gros congrès comme celui-ci, avec éventuellement les ateliers, vous prenez 3 jours dans votre emploi du temps, et là, vous allez pouvoir avoir un menu alléchant qui vous permet d'apprendre
dans la convivialité, avec des relations amicales. Moi, à chaque fois que je viens ici, je fais des dîners avec des amis le soir, que je connais depuis 20 ans ou 30 ans. Enfin, il y a un côté très agréable. L'autre avantage, c'est la rencontre entre les médecins et les psychologues. Ça, c'est très important. Il y a d'ailleurs de moins en moins de médecins à la FTCC, ce qui est peut-être un petit peu dommage. Mais je trouve que, là encore, je viens de poser une question à Mark Preston sur les médicaments dans l'anxiété, quand il présentait l'intolérance à l'incertitude. Et je trouve que c'est vraiment très important que ces deux professions soient représentées à la FTCC et discutent, parce que il m'a répondu d'ailleurs que tous les patients qui étaient dans son projet de thérapie étaient sous sérotoninergique. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant sur tout ce qui me motive, mais j'en oublie beaucoup. Alors, on repart en arrière, on revient à mes débuts chez le professeur Guillotin-Vinatier. J'étudiais donc les dépressions résistantes. Donc je vous ai dit, je leur dosais la mélatonine. Je cherchais l'anxiété sociale. Et donc, le sujet de prédilection prédominant pour moi, ça a été l'anxiété sociale. Et je me suis aperçu assez vite que, bien qu'il faille beaucoup conceptualiser et pas trop ranger les gens dans des cases diagnostiques, je suis très heureux de voir qu'on est enfin sur les processus et qu'on est de plus en plus transdiagnostique. Je pense quand même que, même en libéral, qui a été mon activité après, c'est important d'être bien formé dans un trouble qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, qu'on se sente à l'aise dans la relation thérapeutique avec ce genre de patient. Moi, j'ai pas honte de dire qu'il y a des tas de choses que je sais très mal prendre en charge parce que j'y arrive pas, je suis pas à l'aise, j'ai pas l'impression de savoir faire. Ça, c'est important de dire à tous les jeunes qui viennent, écoutez, ne nous prenez pas pour des gens parfaits, même les experts ont fait des erreurs en thérapie. Surtout, vous, ne cherchez pas à être des thérapeutes parfaits. Venir vous former, c'est pas être parfait, mais c'est d'essayer de se perfectionner, d'avancer et d'aider nos patients. Donc le sujet de prédilection, ça a été la phobie sociale. Du coup, autour de ça, j'ai loué un grand cabinet, une grande pièce pour pouvoir faire des groupes. Et j'ai co-animé des groupes, j'ai formé des groupes, etc. Et je me suis rendu compte que l'affirmation de soi, que j'ai beaucoup utilisé, qui est mon sujet de prédilection, était justement, à l'époque, on n'avait pas vraiment conscience, mais très transdiagnostique déjà. C'est-à-dire que dans les groupes, très vite, on ne mettait pas que des gens qui avaient de la phobie sociale, on mettait aussi des dépressifs, on mettait... Enfin, après, plus tard, je ne savais pas ce que c'était, je me suis rendu compte que je mettais des autistes de type Asperger, enfin on ne dit plus comme ça maintenant, sans retard de langage, ni sans déficit intellectuel. Mais en fait, j'ai assez vite compris que être affirmé, c'est un des grands axes du bien-être quotidien qui joue dans tous les domaines de notre vie et qui, par voie de conséquence, si on agit sur ce niveau d'affirmation de soi qu'on en manque, va avoir des tas de répercussions sur des tas de symptômes et sur des tas de troubles. Donc le conseil que je peux donner, c'est recherchez-les déjà, avec des questions simples du type comment vous comportez avec les autres, est-ce que vous prenez votre place parmi les autres, est-ce que lorsque vous avez un besoin, vous savez l'exprimer calmement, est-ce que vous avez un reproche à faire à quelqu'un, est-ce que là encore, vous le gardez en vous ou bien vous l'exprimez, est-ce que si vous l'exprimez, est-ce que vous arrivez à le faire sans agressivité, etc. etc. Comme ça, on recherche avec 7-8 questions. Si on a un doute, on peut très bien s'aider de questionnaires et surtout ne pas se centrer uniquement là-dessus. Il faut bien comprendre qu'un patient, c'est une globalité. Il peut avoir un problème d'affirmation de soi, il peut avoir autre chose, il peut avoir un autre trouble. Ce qui est important, c'est d'intégrer l'affirmation de soi dans une analyse fonctionnelle et une conceptualisation globale partagée avec notre patient, de voir quelle est la place de ce problème dans l'ensemble de ces problèmes. Si le problème est prédominant en avant, qu'on voit qu'il a des conséquences dans sa vie réelle, par exemple au travail, parce qu'il est au bord du burn-out, parce qu'il ne sait pas dire non, on va peut-être le prioriser. Si par contre, l'analyse fonctionnelle, la conceptualisation nous montre que il y a un problème d'affirmation de soi, mais il a toujours été là, il a organisé sa vie, il a sa petite vie un peu réservée, il n'est pas si mal que ça, on ne va pas sauter dessus. Je pense que vraiment, la thérapie, c'est ni coller des étiquettes aux gens, et encore moins leur coller des techniques. Nous, notre boulot, c'est de les comprendre, et plus que ça, c'est de les aider à se comprendre eux-mêmes. La thérapie, c'est toujours comprendre avant de traiter. Et le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de surtout pas trop s'engager dans des techniques de thérapie. Parce que sinon, on va se retrouver dans un supermarché de la technique, alors on va nous vendre de l'EMDR, on va nous vendre de l'EFT, on va nous vendre de l'exposition, on va nous vendre de la violation des attentes, on va nous vendre de l'acte. Et je ne pense pas qu'un thérapeute puisse, avec une seule de ces techniques, traiter l'ensemble de sa clientèle. Je pense qu'on revient toujours pareil, c'est ce qu'on dit toujours en supervision, à l'analyse du cas, à la conceptualisation du cas, partager avec le patient, c'est-à-dire qu'il faut que ça se termine, voilà ce que j'ai compris, qu'en pensez-vous? Ah ben c'est tout à fait moi. S'il dit ça, bon,
Maintenant, on va pouvoir dire quelle technique on va utiliser. Et ça m'est arrivé très fréquemment, en 30 ans de carrière, d'envoyer des patients ailleurs à la fin de la consultation, parce que je leur ai dit, écoutez, ça, moi, je ne sais pas bien faire. Donc, je vais vous conseiller quelqu'un qui sait faire. Alors, conseil que je donnerai à un ami pour venir au congrès de la FTCC. Tout d'abord, c'est effectivement d'apprendre. Mais très franchement, il n'y a pas que ça. Il faut aussi qu'il s'engage et qu'il publie le plus vite possible. Soit tout seul, soit qu'il demande à des gens plus gradés que lui s'il est débutant, s'ils veulent bien l'associer à une publication, même une publication modeste. Et je pense que la FTCC doit pouvoir proposer des communications à des gens de terrain, des gens qui n'ont pas des grandes équipes de recherche. Moi, par exemple, j'ai fait des études, je n'avais pas d'équipe de recherche, j'étais tout seul pour les faire. Bon. Et la FTCC a accepté plusieurs fois des communications. Donc, mon conseil, c'est oser, un mot que j'adore, quel titre d'un de mes livres, oser proposer, pas uniquement écouter. Vous avez le droit de vous exprimer. Posez des questions dans l'amphi. Arrêtez un orateur s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il est à Paris, le congrès. Alors, on a bien envie de venir à Paris. Et moi, depuis 30 ans, hier, j'étais à Caillebotte, je me fais une exposition à Paris quand je viens. Et puis, je rencontre les copains qui sont loin d'autres régions. Tiens, si on allait dîner ensemble, c'est tout ça, un congrès en présentiel. Vous pouvez faire ça en distanciel? Non.